Salut les terriens, bienvenue pour ce journal de la Starbase du week-end, et comme chaque samedi soir, nous irons du côté de Boca Chica afin d'effectuer un tour d'inspection assez rapide ma foi, puisque l'essentiel des activités est resté concentré sur le site de lancement. Nous reviendrons ensuite sur la récente annonce de Musk qui nous a fait savoir sur X que la seconde version du Starship n'allait pas tarder à faire son apparition. Pas mal d'améliorations en perspective dont on peut déduire certains changements avec certains calculs auxquels Philippe s'est volontiers livré afin d'essayer d'anticiper un peu les spécificités de cette nouvelle version du Starship. En effet, depuis la deuxième tentative de tir, on peut déjà dire que la construction de la fusée la plus puissante du monde, 100% réutilisable, est en très bonne voie, en si bonne voie d'ailleurs que la Starbase pourrait bien devenir une porte sur les étoiles. Mais trêve de blabla, envolons-nous tout de suite pour le Texas. Pour démarrer tout en douceur, commençons avec Andrew qui tenait vraiment à nous présenter le gang des véhicules suborbitaux. Dans l'ordre vous les aurez reconnus, avec d'abord la New Shepard, un engin spatial qui fait le mix entre une fusée réutilisable et une capsule habitée, développée par la société Blue Origin afin d'effectuer des vols suborbitaux. Ensuite, on a le Spaceship 2 qui était un vol spatial sous-orbital avec équipage lancé le 10 août 2023 et deuxième vol spatial commercial de la société Virgin Galactic. Enfin, le Starship de SpaceX, avec bien évidemment une légère différence de taille. Bon après, ne nous trompons pas non plus sur le but des deux premiers qui consiste avant tout à proposer du tourisme spatial, tandis que le troisième consiste à coloniser d'autres mondes du système solaire, à terme en tout cas, mais en attendant surtout à livrer de très lourdes charges ou de très nombreux satellites en orbite, d'où la différence de taille. Eh oui messieurs, parfois la taille ça compte hein. Bon, avant d'enchaîner sur le site de lancement, regardons ensemble cette animation réalisée par The Space Engineer qui a tenté ici de nous montrer les forces en jeu dans les réservoirs du booster afin de visualiser au mieux l'impact des fluides lors de la manœuvre du boost backburn du B9. Une vidéo très instructive puisqu'elle permet de voir en temps réel la manœuvre en tant que telle, ainsi que l'effet de marteau d'eau à l'intérieur des réservoirs que nous avons déjà évoqué et qui pose un réel problème puisque plusieurs moteurs ont été mis hors service à cause de cela. En effet, pour alimenter correctement les moteurs en ergol, ces derniers doivent être plaqués au fond des réservoirs. Allez, rendons-nous maintenant sur le site de lancement qui continue d'être inspecté de fond en comble. En effet, plusieurs ouvriers se sont affairés depuis la deuxième tentative, arpentant sans relâche le dessus de la circonférence de la table orbitale, bardée d'échafaudage, pour vérifier que l'OLP n'a pas subi d'autres dommages. C'est l'occasion de tester à nouveau le panneau à déconnexion rapide, qui paraît tout à fait en état de marche. Bon, en état de marche certes, mais qui néanmoins, et malgré son bouclier, semble tout de même avoir eu un bon coup de chaud, et on se demande bien pourquoi. Enfin bref, après une inspection en bonne et due forme, il semblerait que le Stage 0 soit à 100% opérationnel à nouveau. Et tant mieux, parce que si vous suivez le JDS, vous savez que les prochaines tentatives vont s'enchaîner sur un rythme infernal, surtout si aucun problème technique majeur ne vient se mettre en travers de la route de SpaceX. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois, cette proximité du parc avec le Stage 0 n'est pas sans risque. Heureusement, les réservoirs impactés ne sont que des réservoirs à eau, et vous le savez sans doute si vous nous suivez régulièrement, la ferme à ergol est en pleine restructuration, puisque les anciens GSE verticaux à méthane ont été abandonnés et remplacés par des réservoirs horizontaux. D'ailleurs, l'un d'entre eux a été livré durant la semaine. La question de la sécurité sur cette partie du site reste donc encore un peu en suspens, malgré le fait que l'entreprise s'applique à réagencer son parc. D'autres réservoirs, à l'heure où j'écris cette vidéo, sont également en cours de livraison, et il semblerait qu'il y en ait 9 de prévus en tout, pour le site de lancement, mais pas que. Nous y reviendrons dans quelques instants. Un peu plus loin, mais toujours sur le site de lancement, les travaux sur la deuxième porte d'accès du site de lancement continuent de progresser, et au passage, tant que nous y sommes, grâce aux caméras de Lab Padré, une prise de vue au sol du mur récemment construit nous permet de mieux appréhender les dimensions de cette enceinte, ainsi que sa forme qui épouse complètement la voie qui amène au parking récemment achevé. Ah mais, tiens, que fait cet ouvrier sur une nacelle contre le mur d'enceinte? Allez, zoomons un peu pour voir, encore un petit peu s'il vous plaît. Ah ouais, effectivement, c'est bien ce que je pensais. Il semblerait que ce mur ne se contente pas de jouer les enceintes, mais sera chargé également de porter une inscription. Alors à votre avis, qu'est-ce que SpaceX va bien pouvoir inscrire dessus? Les pronostics sont bien sûr ouverts en commentaire, mais j'ai déjà une petite idée, et comme Starship Gazer ou Randolph Visuals, je me dis que Gateway to Mars en blanc aurait vraiment de l'allure sur ce mur, non? Bon, pendant que vous m'écrivez ce petit commentaire, allons faire un tour rapidement à présent du côté des autres sites, et en premier lieu celui de Sanchez. On en parlait mercredi, le premier Super Noir était allé faire un petit tour du côté du site de construction pour quelques jours, stationnant au sein du Ring Yard.
Curieusement, il n'a depuis plus du tout été sollicité et a même été rapatrié jusqu'au site de Sanchez à nouveau, mais pour être placé cette fois-ci entre 2 stands au sein du Rocket Garden. C'est un curieux manège, mais peut-être qu'il s'agit simplement d'un changement de programme de dernière minute, affaire à suivre. Bon, puisqu'on parle du site de construction, rien de bien nouveau ici, si ce n'est encore et toujours la Star Factory, cette gigantesque structure qui ne cesse de grandir, à l'instar de la partie réservée aux coiffes des vaisseaux qui devrait être très bientôt entièrement close, au vu de la vitesse à laquelle avancent les travaux. Pour finir notre traditionnel tour d'inspection, rendons-nous sur le site de Massé, qui est plutôt calme ces derniers jours, même si comme pour le site de lancement, on en parlait tout à l'heure, une livraison est venue mettre un petit peu d'effervescence dans ce lieu. En effet, l'arrivée récente d'un nouveau réservoir horizontal, livré il y a peu, et qui devrait bientôt être raccordé au réseau d'alimentation du stand de test, présage encore pas mal d'activités sur ce site, quelque peu à l'écart des deux autres. Faisons à présent un point prototype, mais un point prototype un peu particulier aujourd'hui puisque nous allons revoir rapidement ensemble quels sont les différents points d'amélioration que promet Elon Musk pour la V2 du Starship qui a littéralement mis les réseaux en ébullition ces derniers jours. Les indices les plus marquants, annoncés sur X par le PDG de SpaceX lui-même, sont d'une part une augmentation importante de la masse d'ergols embarquée dans les réservoirs, ici sans aucune valeur chiffrée bien sûr, et d'autre part une refonte du design du vaisseau dont les proportions et l'allure générale pourraient fortement évoluer. En effet, la sphère communautaire des passionnés de l'un des programmes spatials les plus ambitieux de ces 10 dernières années ne cesse de projeter des visuels du futur vaisseau, toutes plus folles les unes que les autres. Alors non, un peu de sérieux s'il vous plaît, la V2 ressemblera tout de même beaucoup à la V1, et puis de toute façon certains puristes risquent de crier à l'hérésie si on change son design, attachés qu'ils sont à cette silhouette si particulière et totalement entrée dans notre imaginaire collectif. Voilà qui est mieux, ouais en effet le rendu de Tijn M est bien plus proche de la réalité, mais qui dit réalité ne dit pas forcément ennuyeux. La V2 pourra donc embarquer plus d'ergols, l'ampleur des modifications que va subir la nouvelle série de vaisseaux dont le numéro de série sera supérieur à 32 reste un mystère, mais souvenez-vous, nous avons déjà abordé ce sujet lors d'une précédente réponse sur l'utilité des moteurs Raptor V3, je vous laisse donc vous replonger dans vos archives. Je concluais que la poussée supérieure des Raptor 3.0 ne serait pas utile dans la configuration actuelle des vaisseaux, avec leur masse de 5000 tonnes au décollage déjà largement servie par la poussée des actuels Raptor V2. Aucune augmentation de la masse d'ergol des Heavy Boosters n'ayant été prévue ou annoncée, tout le potentiel de croissance autorisé par le passage généralisé à la version V3.0 était donc disponible pour le seul Starship. Et c'est bien le scénario qui semble se dessiner. Allez, reprenons notre règle à calcul et vérifions quelques éléments clés. Il nous faut tout d'abord tourner les yeux vers le booster qui reste la cheville ouvrière du projet. La poussée globale du futur Heavy Booster équipé de 33 Raptors en version 3.0 sera globalement de 9000 tonnes, ce qui ne veut pas dire pour autant que le Starship va immédiatement gagner en masse la différence de poussée qui se monte à 9000 moins 7600 égale 1400 tonnes. C'est plutôt la valeur souhaitée de l'accélération du vaisseau qui va piloter plus finement cette montée en masse et en poids. Le principal intérêt des inimaginables 9000 tonnes de poussée du futur booster est de permettre une accélération rapide et franche de la fusée dès les tout premiers instants qui suivent le décollage, et dès le max Q passé, mettre la gomme ensuite pour s'affranchir du redoutable Gravity Drag, ou perte par simple lutte contre l'effet de la pesanteur, nous en avons déjà parlé. Notons au passage, et cela pourrait constituer un écueil sérieux, que la structure du Heavy Booster devra être à nouveau renforcée et testée sur bande compression, le célèbre Can Crusher, car dans sa forme actuelle, sa structure ne résisterait tout simplement pas à ce nouvel apport de poussée. Ce sera donc là une étape incontournable, voire même prioritaire. Il faudra également, et ce n'est pas encore démontré, que l'actuelle table orbitale puisse résister à une augmentation significative du déluge de feu qui la ronge à chaque lancement. Il arrivera forcément un moment où sa bonne volonté touchera ses limites. Ensuite, et ensuite seulement, ces points étant réglés, il sera enfin possible d'alourdir puis de lancer le futur Starship V2. Considérons donc ici ces points acquis et vérifions les gains possibles pour l'étage supérieur. En conservant un apport poussé sur poids de 1,5 au décollage, ce qui correspond à la performance actuelle, la masse maximale du tandem ne devra pas dépasser 6000 tonnes, ce qui autoriserait un alourdissement du Starship de près de 1000 tonnes, excusez du peu. Alors les ingénieurs iront-ils jusque-là? C'est toute la question. Notons bien que cette augmentation sera à répartir dans 3 domaines différents. La structure métallique de l'engin, forcément, plus imposante et renforcée. La masse d'ergol embarquée, qui constitue un peu le nerf de la guerre. Et enfin, bien sûr, la charge marchande. On l'avait presque oublié celle-là. Allez, autorisons-nous quelques hypothèses. Ajoutons 40 tonnes pour la structure métallique et les nécessaires aménagements internes, ce qui nous fait un ship à sec de 160 tonnes.
Cette augmentation prend également en compte le passage à 6 Raptor Vacuum, et oui, rappelez-vous, cela aussi avait été évoqué par le Techno King lui-même. Il va d'ailleurs falloir que je fasse breveter cette appellation, moi, du Techno King. Enfin bref, ajoutons 600 tonnes supplémentaires d'ergol pour arriver à un total de 1800 tonnes, et ajoutons finalement une charge marchande augmentée à 300 tonnes, nous voici finalement à près de 2260 tonnes maxi, le compte est bon. Un autre petit calcul simple nous indique que pour loger 600 tonnes d'ergol supplémentaires, il faudra allonger la section réservoir d'environ 30%, et ça, plus l'allongement probable de la soute marchande, notre futur liner de l'espace va sérieusement grandir et avec lui sa tour maternelle. Côté motorisation, le passage à 6 moteurs Raptor Vacuum semble plus que probable vu leur excellent ISP, afin de conserver au futur Starship XXL un rapport poussé-surpoids au moins aussi bon que l'actuel. L'emplacement central sera toujours habillé des 3 Raptors atmosphériques, dont le rôle, outre celui d'assurer l'atterrissage, pourrait être de constituer une sorte de boost momentané en appui au 6 vacuum dans les parties les plus pentues de sa route vers l'orbite. Elon nous annonce un gain de légèreté, vous aurez vite compris à la suite des chiffres précédents que cet allègement est relatif. Il s'agit en fait de la masse sèche rapportée à la masse totale tout plein fait, hors charge utile. Ce n'est donc qu'une petite astuce de com, mais on commence à en avoir l'habitude. Allez, vérifions tout de même, avec 1320 tonnes maxi pour 120 tonnes de structure métallique, l'actuel Starship possède un rapport de 120 sur 1320 égale 0,091, le futur Starship XXL pourrait donc faire 60 sur 1960 égale 0,081. C'est donc gagné, et oui, l'honneur est sauf pour Elon. Bon, je rappelle tout de même qu'ici nous n'avons fait que des hypothèses, les valeurs réellement choisies seront probablement différentes, mais pas dans de si grandes proportions. Un dernier point de la prophétie élonienne concerne la fiabilité, garantie meilleure sur la prochaine version. Alors là, c'est le flou complet. Comment parler de fiabilité alors qu'aucun Starship n'a jamais rejoint l'espace sans régulièrement exploser ? Nous espérons en tout cas que l'orbite aura été atteinte, et même plusieurs fois avant le lancement de cette très prometteuse version V2, ça devrait être le cas heureusement. Après, le critère de fiabilité dont parle Elon concerne peut-être le bouclier thermique qui, effectivement et sans humour déplacé, ne peut que progresser. Arriver intact dans l'espace, c'est la première qualité que l'on attend de lui, et pour l'instant, nous en sommes loin. Si une allusion à la taille et au placement des ailerons mobiles a bien été faite, rien n'a filtré à propos d'une nouvelle et éventuelle technique de pose des tuiles du bouclier. Ce sujet, s'il n'est pas résolu dans des délais courts, risque de venir alourdir la liste des points critiques. Bon, nous savions déjà qu'une version plus mature et de plus grande capacité du Starship était dans les cartons depuis un certain temps, et même si nous n'en savons guère plus à l'issue de ces annonces très filtrées, le plus intéressant est que nous connaissons maintenant le top départ de cette évolution. Du coup, elle ne s'appellera peut-être pas S33, mais tout autre titre que son géniteur lui aura préparé avec amour. Il était stratégiquement indispensable pour SpaceX d'augmenter significativement la capacité d'emport de son vaisseau Star, car parmi les critiques les plus fréquentes et les plus justifiées aussi, il y a le nombre inquiétant de vols requis pour refaire un plein en orbite, entre 8 et 20 selon les chiffres, avec le vaisseau actuel. Le doublement de la capacité d'emport du Starship diminuerait d'autant le nombre de vols requis, rendant ainsi plus acceptable cette démarche vis-à-vis de l'opinion publique. Alors j'ai une petite requête pour les équipes de Boca Chica, surtout dépêchez-vous de lancer au plus vite vos S28, 29, 30, 31 et 32 pour que nous puissions enfin découvrir le vaisseau, celui qui, succédant à une lignée de fiers précurseurs, sera le fer de lance d'une nouvelle ère d'exploration de l'espace. Space Exploration ? SpaceX vous avez dit ? Voilà les terriens, vous voici informés et prêts pour une bonne soirée, et encore merci d'avoir suivi ce petit tour d'inspection de la Starbase avec nous et ces quelques projections sur la V2 du Starship. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, j'avais donc envie de nouveau de vous exprimer ma gratitude. Pour les habitués, vous connaissez ma petite musique en fin de vidéo, mais pour les nouveaux, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager pour faire découvrir la chaîne à votre entourage, à la commenter ou à poser vos questions, à activer la cloche de notification pour ne rien louper des autres émissions du JDE, et bien sûr à faire briller ce pouce de YouTube. Quant à nous, on se retrouve dès ce lundi pour de la pure culture spatiale, et en attendant, je vous souhaite un super week-end. Salut les terriens!